Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, on y est arrivé. Je suis un petit peu à la bourre, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour bien redémarrer l'année. S'il n'y avait pas un problème technique avant de redémarrer un stream, ça ne serait pas un vrai stream de Lucarne Opposée. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat, Ben, Alrami, Romano, Nostromo. Merci de votre patience. J'ai décalé d'une demi-heure pour ce Lucarne américaine, l'heure du grand retour. Je vais en profiter pour vous souhaiter, parce que je suis encore dans les temps, ouais, je suis encore dans les temps, pour vous souhaiter une excellente année 2025 à toutes et à tous. Et puis, on va pouvoir donc revenir sur nos rendez-vous classiques, et donc celui du lundi avec Lucarne américaine. On va passer une bonne heure à parler des footballs de la planète Hello et surtout de ceux qui sont du côté des Amériques, comme le nom de l'émission l'indique. Et donc voilà, si vous êtes en train de regarder un replay de cette émission-là, parce qu'elle est disponible forcément en replay sur notre chaîne YouTube, eh bien voilà, je vous invite, si vous pouvez, à passer. Généralement, c'est à 22h, mais bon, là, c'est 22h30 le lundi pour venir faire comme ceux qui sont actuellement dans le chat, réagir et poser vos questions quand il y en a. Et voilà, passer un petit moment ensemble à parler des footballs des Amériques. Bonsoir à Pedro Viseu 95, qui en est l'un des exemples, qui est arrivé dans le chat. Bonsoir à toi. Voilà, je le disais, on va passer une heure et demie. On va parler de foot américain, on est de retour. Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission. Et donc forcément, forcément, on s'est offert une grosse galère technique avec des mises à jour, c'est magnifique. Je suis pas convaincu que l'image soit parfaite, mais on va, on va faire avec ce qu'on a pour l'instant. On va faire avec ce qu'on a. Voilà, j'essaierai de régler ça pour les prochains rendez-vous. Mais voilà, j'ai bien galéré là, j'ai bien sué là pendant presque une heure, pendant ouais, une bonne heure. Mais bon, voilà. J'espère que vous êtes bien installés. Allez l'OM et Vamos Newells me fait lire Romano, bravo de m'avoir fait lire Allez l'OM, c'est magnifique. Voilà, cette année c'est Aurora qui remporte la Sudamericana, Iquique qui remporte la Libertadores et l'Inter Messi de Don Javier qui ne remporte pas la MLS. C'est un peu ça, c'est rigolo parce que tu vas voir, il va être question d'Aurora dans un instant. Voilà, bonne année à toi aussi et bienvenue à toi Red. En tout cas, sympa l'intro de l'émission, merci Ben. Ça c'est à peu près un des seuls trucs qui fonctionnait encore. Donc voilà, mais les caméras ne fonctionnaient pas. Bref, vous êtes installés, on va pouvoir y aller, on va attaquer. Je le disais au programme, on découpe l'émission, généralement l'émission Lucarne américaine, si vous n'êtes pas habitué. Il y a d'abord une partie sur les news, une partie de news où on essaye de revenir un petit peu sur quelques points intéressants de ces derniers temps. Alors là, j'ai pas remonté un mois et demi, hein, mais bon, voilà. Et ensuite, il y a un ou deux dossiers. Ce soir, il y en aura deux. On va parler de notions de triche à l'âge, de fausse identité et tout et tout. Je pense que si tu as suivi un peu l'actu à Rami, tu vois pourquoi Aurora est en train d'arriver dans l'histoire. Et puis on parlera aussi de ce qui s'est passé au Canada avec une enquête qui a dévoilé, je vais pas dire des choses qu'on savait, certaines oui, mais qui a tout mis d'ensemble. Et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qu'un live hello sans problème technique? Ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Mais bon, voilà. Et là, je pense que tout n'est pas réglé. Je ne suis pas convaincu que l'image soit absolument parfaite pour vous. Vous me direz si ça va à peu près l'image. Quoique sur le retour, ça n'a pas l'air si moche que ça. Donc bon, bref, c'est pas grave. On va y aller. On va démarrer quand même. Ça fonctionne. On va démarrer. On va commencer donc par les news de la semaine. Et puis on va commencer ces news, vous savez quoi, on va commencer ces news en faisant de l'auto-promo, parce qu'après tout, si on n'en faisait pas, personne ne le ferait pour nous. Enfin, c'est un peu le même principe, c'est un peu le principe quand même de l'auto-promo. Vous le savez, nous sommes le 20 janvier, et si vous avez suivi un peu Hello, vous savez qu'on commémore aujourd'hui la disparition de Mané Garrincha, et on en a profité, nous, pour, dans cette idée de célébrer la mémoire de Mané Garrincha, qui s'est éteint le 20 janvier 1983. On a décidé de rendre public le documentaire, le reportage que l'on avait fait, que l'on lui a consacré lorsque nous avions été au Brésil. Alors je vais faire quand même un petit peu de mise en contexte dans toute l'histoire. Je ne sais pas si vous avez encore eu le temps de le lire. Je mettrai le lien dans la description de l'émission si vous ne l'avez pas fait. Sinon, il est sur la chaîne YouTube de Lucarne Opposée. Je rappelle un petit peu dans quel contexte ce reportage a été réalisé. Si vous étiez avec nous en 2020, vous vous souvenez que peut-être que c'est à cette occasion que l'on avait lancé la maison d'édition Lucarne Opposée avec un projet. Ce projet, c'était celui-là, c'était ce livre. Le livre de Marcelin, c'était la biographie de Mané Garrincha. Parce que nous avions été au Brésil pour interroger des gens qui l'avaient croisé, qui l'avaient vu. Et donc, c'était avec cette biographie que l'on avait lancé la maison d'édition. Lorsque nous avions décidé de nous lancer dans ce projet,
on avait mis en place une campagne de financement participatif. Et qui dit campagne de financement participatif par les plateformes, à l'époque c'était KissKissBankBank, dit contrepartie. Et dans les contreparties, il y avait ce doc. C'était en 2020, je sais, on est en 2025. Il y a eu quelques petits soucis aussi pour y arriver, mais il est arrivé. Et donc forcément, il y a des gens qui ont mis un petit peu plus pour aider le projet et pour avoir droit à ce documentaire-là. Donc normalement, toutes ces personnes-là l'ont vu parce qu'il leur est disponible depuis un bon mois, ouais, un bon mois, puisqu'il est arrivé juste avant Noël. Donc, ils l'ont déjà vu, normalement. Alors, j'ai cru comprendre que certains avaient eu des soucis, mais moi, j'ai pas eu de retour au niveau des mails. Mais bon, bref, maintenant, il est donc disponible absolument à tout le monde depuis ce lundi. Je salue Vince qui est dans le chat. Concrètement, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce doc? Vous ne trouverez pas le livre version documentaire. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire la même chose que ce qu'il y a dans le livre, mais c'était d'apporter quelque chose d'un peu complémentaire. Et donc, l'idée, c'était, comme je le disais, de suivre un petit peu ses traces, comme je l'ai écrit dans la description de ce doc, d'aller suivre un petit peu ses traces, d'évoquer son souvenir, et surtout de voir, de voir ce qu'il reste de Mané Garrincha. Est-ce qu'il y a un héritage Mané Garrincha? Et donc, ça, c'est l'idée qui anime ce doc. Et donc, on a voyagé entre Sao Paulo, parce que nous sommes allés au musée du football discuter avec un bibliothécaire qui est une véritable encyclopédie du football brésilien, que vous entendez dans ce doc. Vous ne le voyez pas, mais vous l'entendez. Vous le verrez bientôt. Il y a un autre doc qui arrive sur le musée du foot brésilien. On est allé à Rio, notamment du côté forcément de Botafogo, pas pour parler avec John Textor, mais parce qu'il n'y était pas à l'époque où on y avait été, mais pour discuter avec un historien. Et puis on est allé dans le village, la ville de Garrincha, Pau Grande, où on a rencontré des amis d'enfance, des gens qui l'ont côtoyé et des descendants, une descendante de Garrincha. Donc tous ces gens-là vous en parlent. Et donc, vous évoque un petit peu le souvenir de Mané Garrincha. Je le rappelle, l'idée, c'était absolument pas d'en faire la biographie en version vidéo. Il y a le livre pour ça, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites sur la biographie, mais de creuser un petit peu sur cela. Donc, allez le voir, je vous invite à aller le voir. C'est disponible sur notre chaîne YouTube. Vous savez, cette fameuse chaîne où l'on ne monétise rien. Donc, je vous invite à aller le voir, mais on monétise rien parce que je vous rappelle que pour YouTube, on vole le contenu d'un créateur sans apporter de valeur ajoutée. Donc, si vous voulez aller voir un documentaire sans valeur ajoutée, forcément, qui a été volé à quelqu'un, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne. Non, je rigole, mais bon, voilà. Bref, on verra comment YouTube arrive à dire on a volé ce contenu-là. Bref, c'est pas grave. Bande de voleurs, exactement, là, ami, c'est ça. Mais n'oubliez pas que c'est une IA qui est en train de vous parler. C'est pour ça qu'elle galère avec ses problèmes techniques toutes les semaines. Bref, l'occasion donc je voulais ouvrir là-dessus, vous inviter à aller le voir, vous inviter à le partager au max, ça nous permettra aussi de faire connaître un petit peu plus la chaîne. J'ai pas d'argent à rendre puisque je monétise pas, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, parlant d'argent, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, offrez-vous le livre, parce que c'est un des moyens de nous soutenir, de vous offrir les livres de la maison d'édition. En plus, ça paye les auteurs, parce que je le dis clairement, sur Hello, on est tous bénévoles. Mais ceux qui écrivent des livres, comme Marcelin, touchent un pourcentage non négligeable sur les bénéfices des ventes des livres. Donc voilà, ça permet aussi de rémunérer nos auteurs et ça permet aussi de soutenir Hello. Vous pouvez le faire donc avec le livre ou avec les mags. Voilà, c'était bien de commencer 2025 par un bon coup de pub bien dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On va démarrer. On est en train de se transformer en de vrais streamers, vous voyez, c'est un peu l'idée, et de vrais youtubeurs à faire de la pub et de la promo tout le temps. Mais non, plus sérieusement, si vous voulez aller découvrir un petit peu Garrincha, allez voir ce doc, et vous allez voir surtout que je le disais, il est décédé le 20 janvier 1983. On est en 2025. Alors, à l'époque où on a enregistré les images, pour vous dire les choses, c'était 2019. Vous verrez qu'en 2019, sa mémoire était encore extrêmement présente. Bref, je vous laisse aller voir cela. On va, se focaliser un petit peu sur le football. Vous le voyez, et c'est aussi pour cela que l'émission était en trêve, très clairement, parce que forcément, du côté des Amériques, c'est la trêve pour la plupart. Vous l'avez probablement vu, ça commence à reprendre un tout petit peu. Ça a repris au Mexique le week-end dernier. Vous avez peut-être lu le guide sur Lucarne opposé. La Liga MX est déjà repartie. On a joué 2 journées. Il y a déjà ces petites polémiques, notamment du côté de l'América qui fait jouer les U23 pendant que l'équipe 1, pendant ce temps-là, finit sa pré-saison et joue un match amical contre l'Inter Miami. Voilà, tout va bien.
C'est parfait. L'América avec les U23 qui s'impose notamment à Querétaro lors de la journée d'ouverture. Bon, bref, vous voyez à quel point ça met en valeur le football mexicain, ces choses-là. La sélection mexicaine est aussi en train de faire une tournée de matchs amicaux, notamment du côté du Brésil. Bon, c'est le Mexique, c'est toujours un peu le bazar, mais ils sont les premiers à avoir repris. Juste pour vous donner un petit calendrier de reprise de début de saison. Alors, j'ai pas de visuel pour cela, mais voilà, on va quand même pouvoir en parler un petit peu. Ça reprend ce week-end, le week-end qui arrive, ça reprend en Argentine avec le fameux championnat à 30. On en parlera un petit peu. Il y aura un guide sur Lucarno Posé forcément avec ces 30 équipes réparties en 2 groupes. On est toujours sur les périodes de transfert. Il y a des joueurs qui signent. Vous le suivez peut-être si vous regardez sur les réseaux sociaux ou sur les comptes des clubs ou des choses comme cela. Ça bouge, ça bouge. Le championnat, lui, reprend ce week-end. Il reprend en même temps que la Liga Betplay colombienne où il aura peut-être le retour de Juan Fernando Quintero à l'América. Il a mis des choses sur ses réseaux sociaux qui le sous-entendent, mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant, ou en tout cas, à moins que je l'ai loupé aujourd'hui. La semaine d'après, donc première semaine de février, ça sera l'heure de la reprise en Uruguay avec le Peñarol de Léo Fernandez. J'ai pas oublié James Aleón, Red, j'en ai même parlé dans le guide de Lucarno Posé. Voilà, James Aleón, voilà. Si je te dis. Mais après, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué et vous comprenez peut-être pourquoi j'insiste pas trop sur les transferts. C'est quand même assez compliqué parce qu'on est toujours en période de transfert, ça bouge encore. Même du côté de la Liga MX qui a redémarré, il y a des mouvements de joueurs encore qui se font. C'est normal, le marché est encore ouvert. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ce n'est pas non plus le but de l'émission. Mais voilà, tout ça pour dire donc que ça reprend au Mexique, que ça reprend en Argentine et en Colombie ce week-end. Il y aura un guide du tournoi argentin. D'ici quelques mois, Chiqui Tapia va nous dire aux zut, personne ne sera relégué. Très probablement. Salut à César. Probablement, très probablement. On n'est jamais déçu hein, avec Chiqui Tapia. Donc la semaine d'après, première semaine de février, ça sera la reprise en Uruguay. Équateur et Chili reprennent mi-février. On n'a pas encore le calendrier, mais normalement c'est mi-février. Et notamment, on n'a pas le calendrier du Chili, mais ça va reprendre normalement mi-février. Puisque je suis dans les calendriers, Libertadores et Sudamericana reprennent première semaine de février, si vous voulez le noter dans vos agendas. Et la Conca Champions, quant à elle, débute mi-février. Je crois même que je peux vous montrer un visuel de la Conca Champions. Il me semblait que je l'avais fait. Si vous me donnez 2 secondes et que j'arrive à le trouver à un moment ou pas, je ne vais pas le trouver forcément parce que sinon c'est pas drôle. Où est-ce que je l'ai rangé? Où est-ce que je l'ai rangé? Là, le voici, la Conca Champions. Voici le tableau de la Conca Champions et ça reprend mi-février, donc une semaine avant la reprise, le retour de la MLS qui d'ailleurs aura un retour en prime time, hein, pour dire les choses très clairement. Je peux vous montrer le calendrier, c'est pas ça que je voulais vous montrer de la MLS, c'est ceci que je voulais vous montrer. Voilà le calendrier de reprise et vous le voyez sur ce visuel. Bonsoir à ma foi aussi. Vous le voyez sur ce visuel. Le match de lancement de la saison opposera l'Inter Miami à New York City et se déroulera à 20h30 heure française. Donc voilà, ça sera un bon moyen. Je soupçonne le MLS Season Pass, enfin l'Apple TV, de nous le mettre gratuit juste pour lancer la saison. On verra. Je rappelle qu'à chaque week-end, il y a plusieurs matchs qui sont gratuits de MLS. Mais voilà, ça sera le 22 février et ça sera en gros une bonne semaine et demie avant la reprise du Brésil qui reprend généralement en mars et avant la reprise de certains championnats d'Asie de l'Est. Des championnats d'Asie de l'Est, notamment le Japon et la Corée du Sud. Je rappelle que si vous aimez le foot asiatique, ça joue en Saudi Pro League et ça joue en Australie notamment. Dommage de ne pas jouer à Montréal à 22 février au Saputo. C'est vrai. Mais voilà. La MLS a été très rapide pour diffuser le calendrier. Il est apparu très vite. Exactement. Ça va très très vite. Alors dans ces cas-là, eux, ils vont toujours très très vite sur ça. C'est sûr que j'évoquais le Chili il y a un instant. Le Chili est censé reprendre mi-février. On n'a toujours pas le moindre calendrier. On est à moins d'un mois de la reprise. Voilà. Mais bon, c'est le Chili aussi. Bref. Donc vous le voyez, ça c'est un petit point calendrier. Mais
avant cela, je le disais, ce week-end, il y a l'Argentine qui reprend, il y a la Colombie qui reprend, mais ce week-end, c'est aussi le Sudamericano U20 2025 qui va se tenir à partir donc du 23 janvier et jusqu'au 16 février. On va en parler un petit peu. Je ne vais pas vous faire un guide de la compétition ici parce que je le publierai sur Lucarno Posé. Je suis en train de le préparer. On va évoquer un petit peu tout cela parce que c'est quand même encore un peu chaud. Ça a été chaud jusqu'à ces derniers jours parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais ce Sudamericano 2025, il se déroule au Venezuela. Alors, ça paraît bizarre de dire, ben oui, il se jouera normalement au Venezuela. Il se joue au Venezuela, on est à moins d'une semaine, mais c'était pas encore sûr. Il y avait quelques soucis, on va dire, et notamment si vous suivez un petit peu les actualités politiques de la zone Amérique du Sud, vous savez qu'il y a eu la réélection. Je ne sais pas si je dois mettre des guillemets, de Nicolas Maduro pour un troisième mandat comme président. Ça a été il y a une dizaine de jours. Il a pris son investiture il y a une dizaine de jours. Je vous laisse parcourir toutes les infos si vous voulez voir les scandales politiques et diplomatiques que cela est en train de générer depuis une dizaine de jours minimum. On n'est pas trop là pour ça, mais il y a des tensions qui ont été ravivées, des tensions qui existent depuis un petit moment, notamment avec l'Argentine, parce que c'est très tendu diplomatiquement parlant entre l'Argentine et le Venezuela. Et je rappelle d'ailleurs que les relations diplomatiques entre l'Argentine et le Venezuela sont rompues depuis plusieurs mois. Avec le gouvernement de Maduro. Bref, tout cela est arrivé avec un nouveau scandale parce que il y a quelques semaines, un gendarme argentin, Nahuel Gallo, que vous avez ici en photo, a été arrêté après avoir passé la frontière. C'est pas très clair s'il l'a passé légalement ou illégalement. Forcément, c'est jamais très clair dans ces cas-là. Il a été emprisonné. Il aurait été un tout petit peu, je sais pas si on peut dire torturé, mais enfin bougé. Enfin, voyez ce que je veux dire. Bref, toujours est-il qu'il a été arrêté. Les Argentins disent il a été séquestré. La ministre de la Sécurité, toujours avide de jouer dans la nuance, cette dame dont j'ai beaucoup parlé à un moment, Patricia Bullrich, le considère, je parle de nuance, vous allez voir pourquoi, parce qu'elle le considère comme un prisonnier de guerre, tant qu'à faire. Bref, vous le voyez, les tensions étaient au plus haut, et justement, le gouvernement de Milei a fait pression, a essayé de faire pression, à la fois sur l'AFA et à la fois sur la CONMEBOL, et justement, je te vois arriver, Pedro Viseu, on va en parler dans 2 secondes, tu vas voir pourquoi, a fait pression, justement, auprès de la CONMEBOL pour dire, non, changez le pays hôte, je ne veux pas que les gamins aillent au Venezuela. Je vais la citer quand même. Je vais la citer parce que c'est quand même toujours dans la nuance, Patricia Bullrich. Si vous ne la connaissez pas, c'est toujours quelqu'un de très très posé, de très nuancé. Nous devons changer de lieu. La CONMEBOL doit y réfléchir. L'Argentine ne peut pas envoyer des enfants qui peuvent être kidnappés. Voilà, rien que ça. Voilà, elle a mis un petit peu le feu. Elle a essayé de faire un petit peu pression auprès de la CONMEBOL. Pendant ce temps-là, le responsable de la délégation Argentine, que vous voyez ici avec 2 postes sur X, a bien rappelé que l'Argentine jouerait le Sudamericano et qu'elle irait dans le pays hôte désigné par la CONMEBOL, dans ce cas le Venezuela. Je vous traduis ce qu'il a écrit. La CONMEBOL a soi-disant mené une enquête. Le fait est que c'est confirmé pour l'instant au Venezuela, et c'est tellement confirmé que toutes les délégations sont en train d'y arriver. L'Argentine est arrivée ce lundi, dimanche, enfin entre hier et aujourd'hui au moment où on enregistre. Donc tout le monde est en place, tout le monde y est. Alors ça posait quelques petits soucis, c'était hier qu'ils sont arrivés. Et justement, Pedro, tu nous parles d'étrange que la CONMEBOL n'est pas délocalisée, mais je rappelle, peut-être ne le saviez-vous pas, mais que ce Sudamericano est déjà délocalisé puisqu'il devait se dérouler au Pérou. Initialement, il devait aller se disputer au Pérou. Je rappelle qu'il est qualificatif pour la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu, elle, au Chili à partir de fin septembre. Donc, il devait se dérouler au Pérou et l'organisation au Pérou a été retirée en novembre dernier après l'arrestation du président de la fédération péruvienne, Agustín Lozano, pour une affaire de corruption, de blanchiment d'argent et aussi des affaires de billetterie, de marché noir lors des matchs de la sélection, lors des éliminatoires de 2018. Bref, c'est un peu le bazar au sein de la fédération péruvienne. Et d'ailleurs,
histoire de continuer un petit peu sur les déboires du Pérou. On est toujours en pleine crise du côté du Pérou. On est en pleine crise depuis à peu près 2020, depuis 2023. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé à l'époque de l'affaire, c'était dans un 9-10, à l'époque où on faisait le 9-10, de l'affaire des droits télé, hein, avec l'entreprise 1190 Sport, qui avait acquis les droits télé grâce à la fédération qui avait fait un appel d'offres, parce que la fédération avait pris en charge la négociation des droits télé, avait décidé de donner les droits télé de la première division péruvienne à 1190 Sport, en levant le contrat à Gol Pérou, qui était le diffuseur avant cela. Ça avait envoyé plusieurs clubs un petit peu dans la tourmente. Ça avait été un gros bazar, parce que certains clubs avaient des contrats avec Gol Pérou et ne voulaient pas les abandonner. Enfin, c'était le bordel, et tellement le bordel que vous aviez, si vous vous souvenez, on avait des images de ce type-là, avec une seule équipe présente sur le terrain. Il y avait eu des forfaits, donc en début de tournoi, c'était en 2023, j'en avais parlé à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que c'est toujours le bazar avec 1190 Sport. Il y a 5 clubs, Alianza Atlético, Melgar Cienciano, Tarna et l'Atlético Grau, qui ont demandé à la Fédé, qui ont enjoint la fédération à faire en sorte que cette organisation paye ses droits, paye ses dettes auprès des clubs, auprès de ces clubs-là, sous peine de ne pas se présenter. C'est un vrai bazar au Pérou. Il y a le bazar avec le président de la Fédé qui a été arrêté en novembre, le bazar au niveau des clubs avec les droits télé, des clubs qui ne veulent pas se présenter et tout, le bazar aussi avec la sélection. Je vous rappelle que Jorge Fossati, le sélectionneur, a quitté son poste il y a quelques jours aussi. Donc voilà. Et que donc le Pérou, dans tout ce contexte bazar, de tout ce contexte trouble, devait aussi organiser le Sudamericano qui, lui, donc, se retrouve au Venezuela, se jouera au Venezuela et débutera ce week-end. Je vous montre les groupes. Je vous rappelle que c'est du 23 janvier au 16 février ce Sudamericano U20. On va forcément le suivre. J'ai pas les horaires en tête. On fera peut-être des lives histoire de reprendre un petit peu tranquillement les lives. Je vous montre les deux groupes parce que vous voyez que la répartition boule chaude, boule froide a fonctionné à merveille. Le groupe B est absolument d'une violence inouïe, puisque vous avez Argentine et Brésil, la Colombie et l'Équateur. Rien que ça. Bon courage à la sélection bolivienne. Le groupe A, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Chili et Pérou, paraît un petit peu plus facile à déterminer. Ça va être très compliqué. On en parlera. Je ferai un guide du tournoi avant le début justement de ce tournoi qui, je le rappelle, est donc prévu. Le coup d'envoi est prévu le week-end prochain. Ça me fait presque penser à la Copa América, l'Argentine et la Colombie. Ah, c'était à cause du... Non, c'était à cause du Covid, ouais, exactement. Red, t'as répondu, c'était pour des histoires de Covid qu'ils n'avaient pas organisé 2021. Et d'ailleurs, ça avait mis un gros scandale au Brésil, hein, si tu te souviens, Nostromo, puisque Bolsonaro avait dit, bah, nous, on va l'accueillir. Dans un moment où on était sur des pics de décès liés à la Covid au Brésil. On avait beaucoup attendu aussi que la sélection brésilienne s'exprime, et elle avait promis qu'elle s'exprimerait. Il me semble qu'à l'époque, le capitaine, c'était Casemiro, et il ne s'était surtout pas exprimé d'ailleurs, et ça avait continué de relancer un petit peu le bazar là-dessus. Voilà, mais il y avait un peu plus de délai, c'est-à-dire que je crois de mémoire, il y avait plus de délai par rapport à la Covid, et puis c'est un contexte particulier avec des matchs à huis clos. Là, c'était compliqué. Quand même, il a été évoqué, pour finir ce Sudamericano, que si on devait changer de pays hôte, on aurait pu envisager éventuellement à la Colombie, qui a organisé des compétitions assez récemment et qui a donc les structures pour cela. On a envisagé aussi le Chili comme répétition générale de la Coupe du Monde qui se déroulera à partir de septembre. Mais non, on va bien jouer au Venezuela. Ça va fonctionner. Justement, pour reprendre la question de Red, je voulais savoir comment ça se passe si un pays ne peut pas organiser, comment on fait pour la nouvelle attribution. Eh bien, ça dépend. Ça dépend, je peux te prendre un exemple assez récent, la Coupe du monde du vin, la dernière, qui devait se disputer en Indonésie, qui au dernier moment ne s'est pas disputée en Indonésie puisque la FIFA a décidé de retirer l'organisation. Souviens-toi, c'était l'histoire avec le gouverneur de je ne sais plus quel État, ou enfin pas province, c'était un gouverneur, je crois, qui ne voulait pas accueillir la sélection israélienne. Et en fait, il faut qu'il y ait des volontaires pour dire est-ce que moi je peux, est-ce que je peux pas. Les instances ensuite vont vérifier. Et à cette époque-là, c'était l'Argentine qui s'était qualifiée grâce à cela. Hein, la bise à Mascherano, hein, qui avait réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde 2020.
tout en étant éliminé sur le terrain. Mais donc généralement c'est cela. Là, ça n'a pas été complètement envisagé, hein, très franchement. Il y a eu des rumeurs d'envoyer en Colombie ou au Chili, éventuellement au Paraguay qui peut être la bouée de sauvetage. Mais bon, voilà, les délégations sont toutes au Venezuela, donc la compétition va bien se dérouler au Venezuela. On va terminer les news avec une dernière actualité. On va revenir au nord, on va revenir en MLS. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une info qui est sortie la semaine dernière et qui pourrait bousculer un petit peu le marché des transferts, voire même beaucoup. Pour cela, je vais devoir planter aussi un petit peu le décor. Peut-être n'êtes-vous pas encore complètement habitué, même si la MLS, on commence à en parler beaucoup maintenant. Le seul moyen, au niveau du marché des transferts, vous voyez forcément des transferts qui se font entre la MLS et l'Europe ou l'Amérique du Sud ou d'autres confédérations, ou dans l'autre sens. Au sein de la Ligue, le seul moyen pour un club d'acquérir un joueur d'un autre club de MLS, jusqu'ici, ne pouvait se faire qu'à travers ce que l'on va appeler des échanges d'actifs non monétaires. Alors, c'est un terme un petit peu vague, mais en gros, ce sont des places à la draft, des allocations. Vous savez ou pas d'ailleurs hein, que les clubs de MLS ont ce que l'on appelle des allocation money. GAM et TAM, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a General et j'ai mangé le thé, mais c'est pas grave. Transfer allocation money. En gros, ce sont des espèces de petites caisses supplémentaires qui permettent, par exemple, le GAM, c'est une caisse supplémentaire qui permet de piocher pour payer un joueur qui, sans cela, serait sorti du salary cap. Voilà. Bref. Un des moyens pour les joueurs pour un club de MLS de récupérer un joueur qui joue dans un autre club de MLS, c'était soit que ce joueur-là soit libre, soit free agent, donc plus contrat non renouvelé, ou alors de pouvoir l'échanger contre d'autres joueurs ou contre des allocation money, donc on donne un petit peu d'argent et le club récupère de la general allocation money pour payer un peu mieux ses joueurs ou des choses comme ça. Bref, jusqu'ici, c'était cela. Donc, je le disais, avec des échanges ou d'autres joueurs, ou donc des places en draft et en super draft. Salut à Guillaume qui vient d'arriver dans le chat. Et donc, il y a eu une petite révolution qui est passée cette semaine. Tu parles de MLS, j'ai fait une save MLS à Atlanta, quelle horreur les contrats. Ah, surtout qu'en plus, les contrats, c'est la Ligue. Hein. Un joueur en MLS appartient à la Ligue, signe un contrat avec la Ligue et pas avec les clubs. Il est ensuite affecté, il est affecté à un club, mais les contrats sont à la Ligue. C'est aussi pour cela que jusqu'ici, c'était compliqué de faire des échanges entre joueurs. Mais donc, il y a eu cette nouvelle qui a été publiée cette semaine ou la semaine dernière, peut-être par la Ligue, avec une nouvelle mesure qui a été prise. Qui s'appelle Cash for Player Trade. En gros, de l'argent pour les transferts de joueurs. Alors, que dit cette nouvelle mesure? Tout simplement que, à l'instar de ce qui se passe dans le marché international, sur le marché international ou dans n'importe quel autre pays, un club, désormais, va pouvoir utiliser un montant illimité d'argent. À partir du moment où il a cet argent, il va pouvoir l'utiliser pour tout simplement acheter un autre joueur d'un autre club. En gros, racheter, comme chez nous, s'offrir un transfert. On est en train d'ouvrir au transfert intra-MLS d'un club à l'autre. Ça change beaucoup de choses. Il y a quand même des garde-fous. Alors, si vous lisez l'anglais et que vous voyez l'image, vous voyez qu'il y a quelques garde-fous. Je vais vous les donner. On garde toujours à l'esprit que la MLS s'appuie sur l'expérience passée de la NASL. J'en ai beaucoup parlé sur Hello et de ses dérives économiques. Il y avait des clubs qui avaient de l'argent, d'autres qui n'en avaient pas du tout. Et puis ceux qui avaient de l'argent en dépensaient trop par rapport à ce qu'ils avaient. Bon, bref, ça a été un non-sens économique qui a fait que la Ligue a coulé en 1984. Donc depuis, la MLS, à chaque fois qu'elle met en place un système économique, elle place des garde-fous. Elle ouvre sur les transferts intra-MLS, mais elle fixe quelques petites conditions. La première, pas plus de 2 transferts par saison dans chaque sens. C'est-à-dire qu'un club ne peut acheter que 2 joueurs et ne peut en vendre que 2. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on va le dire autrement. C'est une offre non cumulable. Tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur d'habitude comment on fait pour acquérir un joueur, on propose un petit peu d'argent pour le GAM, un petit peu d'argent pour le TAM, on file des places en draft ou on échange des joueurs. Là, c'est pas cumulable. C'est-à-dire que si tu as de la thune pour acheter un joueur, tu ne peux acheter un joueur qu'avec de l'argent. Voilà, tout simplement. Et l'autre point, c'est que si tu achètes un joueur qui était designated player dans son équipe,
Et c'est là où ça peut minimiser ce que tu es en train d'écrire, Pedro Viseu, dans le chat. Ça va favoriser les grosses franchises à gros marché, certainement parce qu'elles auront de l'argent, mais elles ne pourront pas aller chercher les DP, les Designated Players. Vous le savez qu'il y a 3 DP par équipe au maximum. euh, des joueurs qui sortent du salary cap. Elles ne pourront pas aller chercher un autre DP si elles en ont déjà 3. Donc il y a quand même un sacré garde-fou, parce qu'un joueur qui était DP dans un club, s'il est recruté par un autre club, il doit être automatiquement DP. Il ne perd pas ses conditions salariales, il garde ses conditions salariales de designated player. Donc ça fait quand même quelques garde-fous assez intéressants. Et là, vous vous dites, d'accord, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de pouvoir aller, de ne plus échanger un joueur ou de ne plus prendre un free agent? Ça change. On va prendre un exemple. Euh, un exemple tout simple, cet homme, Luciano Acosta, Lucho Acosta, le meneur de jeu de Cincinnati, a exprimé son désir de quitter Cincinnati. Il est en partance de Cincinnati. C'est le même cas pour Evander avec les Portland Timbers. Concrètement, dans les faits, si un autre club de MLS veut le récupérer, jusqu'ici, il devait aller piocher dans ses actifs non monétaires, comme je le disais tout à l'heure, et puis surtout, il devait s'arranger avec Cincy, qui ne va pas forcément vouloir le coup parce qu'il serait perdant, il perd un DP. Et donc, généralement, un joueur de ce calibre, quand il dit « je veux partir de Cincinnati », ça veut dire qu'il va quitter la MLS parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour le club de récupérer de l'argent, tout simplement. Tu échanges pas ton designated player contre une place en draft, parce que là, tu perds des sous, concrètement. Indépendamment, voilà, un Lucho Acosta, ça vend des maillots à Cincinnati, et pas que. C'est la valeur ajoutée de ton club. Dans les faits, maintenant, si un autre club de MLS, on parle de Dallas notamment par exemple, est intéressé par Lucho Acosta, il y a des rumeurs Inter Miami aussi d'ailleurs, eh bien, s'il a de l'argent, eh ben, il peut aller piocher dans sa cagnotte et aller chercher et proposer quelque chose à Lucho, à Lucho Acosta. Donc concrètement, voilà ce que ça peut changer. Ça peut permettre tout simplement à la MLS de garder ses meilleurs joueurs, de ne pas les voir forcément partir parce qu'il ne veut pas rester dans un club, qu'il veut changer d'air. Et en gros, quand tu es un DP, le seul moyen de changer d'air, c'est de changer de pays. Si tu veux rester en MLS, tu peux aller dans un autre club maintenant. Si un club a les moyens de t'acheter, je vais prendre un exemple tout simple. Orlando, ils ne sont pas candidats pour l'instant à Lucho Acosta, en tout cas pas que je sache. Orlando, par exemple, a vendu Facundo Torres 11,5 millions d'euros à Palmeiras. Ben maintenant, rien n'empêche Orlando, avec ses 11,5 millions, plutôt que d'aller chercher un joueur en Europe ou un joueur en Amérique du Sud, de dire moi je vais mettre 10 millions sur Lucho Acosta. Orlando peut, par exemple. Toujours avec les garde-fous, le nombre de DP et tout. Ça change beaucoup de choses. L'idée, ça va être donc à la MLS d'essayer de retenir au maximum ses meilleurs joueurs. On verra si ça favorisera justement les grosses franchises à gros marché, parce que, je le rappelle, ces garde-fous quand même limitent un petit peu les choses. On suivra ça avec attention. Ça peut être vraiment game changer pour certains. Et voilà. On est dans le mercato. J'en profite pour saluer Tupiche qui vient d'arriver dans le chat. On est dans le mercato. Je rappelle que la fenêtre est encore ouverte jusqu'en avril, le 23 avril, la fenêtre de mercato MLS, et que celle d'été a été fixée. Elle se déroulera du 24 juillet au 21 août prochain, avec donc cette nouvelle mesure qui a été mise en place et qu'il va falloir suivre avec attention, parce que ça peut forcément changer les choses. Je rappelle que la MLS a augmenté son salary cap, a toujours ses designated players, est en train de mettre ce système-là. Elle est économiquement viable. On en a déjà beaucoup parlé. J'avais fait une émission où j'en avais parlé là-dessus. Voilà, ça avance dans le bon sens, toujours avec des garde-fous, toujours avec cette notion de ne pas mettre en danger ces franchises qui est héritée de ce qui s'était passé en NASL, surtout dans les années 80, parce que c'est à partir de la deuxième moitié, post-Pelé, entre guillemets, que c'est véritablement parti en sucette, mais d'aller dans le bon sens. Et on verra si ça change pour tout le monde ou si ça favorise que les gros. Très honnêtement, je sais on peut essayer d'appliquer notre prisme à nous, mais on n'est clairement pas, avec ces garde-fous-là, on n'est clairement pas dans le cas d'un PSG ou d'un Manchester City qui peut dépenser des milliards dans n'importe quel type de joueur, ou dans Chelsea, qui vont accumuler les nombres de joueurs. Là, non, on ne peut pas accumuler les joueurs, on ne peut pas surdépenser, puisqu'il y a quand même un budget qui entre en compte. Donc attention. Je pense que normalement ça ne fera pas n'importe quoi. Acosta, le futur ex-futur ex-joueur du PSG, exactement, Pastorati, exactement. Oui, il y a le salary cap, mais voilà, vous voyez, il y a toutes ces mesures qui sont en train de s'ajouter. Petit à petit, ça avance dans le bon sens. Et j'en avais parlé. Je rappelle que aujourd'hui, la MLS, financièrement parlant,
peut lutter notamment avec le Mexique en termes de salaire. Voilà où on en est aujourd'hui. Bref, voilà pour les news de la semaine. Ouais, on a fait un petit peu le tour de ces news de la semaine. Tout simplement, on était un petit peu allé un petit peu partout. Après, le PSG s'est un petit peu restreint dernièrement. Oui, mais tu vois, par exemple, on nous parle beaucoup du fair play financier en Europe ou des choses comme ça. Bon, ça n'empêche pas les Chelsea. C'est vrai que le PSG s'est calmé. Ça surpaye des joueurs comme bon, ça c'est un autre débat, hein, tu vas me dire le côté surpayé, mais bon, là la crainte si le truc n'était pas encadré, c'était effectivement comme le disait Pedro Viseu que tu te retrouves avec un Inter Miami qui achète tous les joueurs des autres, quoi, ou entre guillemets les meilleurs joueurs ou les stars en devenir. Donc voilà, mais en fait ils ne pourront pas acheter tous puisqu'ils ne peuvent en acheter que deux. Donc, voilà, ils peuvent pas non plus suracheter dans tous les sens puisqu'ils ne peuvent en acheter que deux et ils ne peuvent en vendre entre MLS, ils ne peuvent en vendre que deux. On va voir comment ça sera appliqué. Les garde-fous me semblent quand même assez intéressants posés comme ça. On verra sur la durée, on verra aussi avec les premiers mouvements. On verra ce que ça peut donner, et tout simplement. Tiens, est-ce qu'il y a des matchs intéressants ce week-end en Argentine? Je crois qu'il y a un Boca Argentinos, et je crois que c'est dimanche à 23h. Il se pourrait que. Voilà. Tu vois où je veux en venir. Il se pourrait que, parce que Boca Argentinos, ça peut être sympa. Ça fera plaisir à Vince, ça. Manchester City qui prévoit de dépenser plus de 200 millions pendant le mercato d'hiver. C'est beau, exactement, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de garde-fou chez nous. Voilà. Imaginez un marché où, par exemple, un club de Ligue 1 ne peut pas acheter plus de 2 joueurs évoluant déjà en Ligue 1. Voilà. C'est un peu ce qu'ils sont en train de mettre en place. On verra. On verra sur la durée ce que ça donnera. On verra aussi les premiers mouvements. On verra s'il y a beaucoup de mouvements. Voilà. On verra bien. Ouais, c'est ça, c'est 23h15 heure française, Vince. Exactement. On verra bien sur la durée. Je rappelle donc que le marché des transferts, c'est jusqu'au 23 avril en MLS. Donc il y a encore le temps de voir beaucoup de choses bouger. Salut à Rudy qui arrive direct à la fin des news. On va donc pouvoir enchaîner. On va passer au dossier. Il y en a deux ce soir. Au Brésil, il y a beaucoup de mouvements. Il y a toujours beaucoup de mouvements au Brésil. C'est pas fini. Sachant qu'on est dans les championnats d'État et que tu vas avoir des mouvements, et voilà, oui, c'est le Brésil, c'est comme ça, on a l'habitude. Ça bouge beaucoup. Là, il n'y a pas de garde-fou pour le coup au Brésil. Voilà. Tu as même vu qu'on nous annonce le retour de Neymar à Santos. Bref, on en parlera un autre jour. On va pas faire des news sur les transferts parce que sinon ça va être l'enfer, on va pas s'en sortir. Allez, on va passer au premier des deux dossiers. On va parler de triche à l'âge, de fausse identité. Ça va être le bonheur. Oui, justement, parce que régulièrement, le football mondial est éclaboussé par une affaire de triche à l'âge. Alors pendant notre trêve à nous, vous avez forcément eu vent de l'incroyable et médiatique exemple en Europe que fut l'affaire, et qui est toujours l'affaire Youssoufa Moukoko, en décembre dernier, avec cette histoire de triche, fausse identité, et donc liée à une triche à l'âge, avec plusieurs complicités. Notamment qu'elles soient des agents, qu'elles soient des clubs. Bref, on va pas aller sur l'affaire Moukoko puisque ça n'est pas dans le cadre de Lucarno Posé. Et très souvent, ce genre d'affaires, ça permet surtout à certains de pointer un seul continent en particulier. Vous voyez lequel je veux dire, puisque à chaque fois, on pointe du doigt l'Afrique. Voilà, tout simplement parce que s'il n'y aurait que là qu'on triche à l'âge, eh bien sachez que l'Afrique n'a clairement pas l'exclusivité de ce type de scandale, et on va justement en parler dans le cadre de l'Amérique latine, et vous allez voir qu'on va pouvoir faire des liens et peut-être se poser une seule question, et en fait la réponse est limite dans la question: à qui profite le crime? Et vous allez voir qu'en Amérique latine, on a déjà pas mal d'affaires. Je ne vais pas toutes vous les donner parce que je peux vous assurer qu'il y en a un paquet. Mais il y en a certaines où parfois les limites sont largement repoussées. Alors en Amérique latine, je le disais, les scandales sont assez nombreux. Ils ne datent pas d'aujourd'hui, très clairement, et on va l'illustrer avec quelques exemples extrêmement célèbres pour ceux qui suivent le football latino-américain. Si vous ne le suivez pas, vous allez voir entendre des choses, vous allez peut-être halluciner sur certains trucs, mais bon, on va commencer par le premier, qui est l'un des plus gros scandales de l'histoire du football mexicain, qui s'appelle le scandale des
cachirures. On est à l'époque en 1988. C'est un scandale qui a été déclenché en avril 1988 par un journaliste de ce qu'est aujourd'hui TV Azteca, Antonio Moreno, qui avait découvert que il y avait un truc pas très clair, il y avait un souci avec l'âge de plusieurs joueurs qui représentaient la sélection nationale U20 qui devait se rendre au championnat de la CONCACAF de sa catégorie. Il y avait des trucs qui allaient pas du tout. Il s'attaque donc, il trouve ce qui va pas, il sent qu'il y a les gars ont pas l'âge qu'ils sont censés avoir. La Fédé commence par nier, forcément, mais le scandale est tel, et les enquêtes se poursuivent, finissent par démontrer que ce cher Antonio Moreno avait raison, et ce scandale finit donc par confirmer sur la notion de triche à l'âge. Il y a véritablement eu triche sur la sélection nationale U20. La fédération savait, tout le monde savait, et c'est d'ailleurs pour cette raison que le Mexique, si un jour vous tombez sur un quiz et que on vous demande si le Mexique était à la Coupe du Monde 90, eh bien non, il n'était pas à la Coupe du Monde 90. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce scandale-là, de ce scandale des cachirures, la FIFA a exclu non seulement les U20 de la participation au championnat de la CONCACAF de 88, mais a exclu le Mexique de l'ensemble des compétitions internationales pendant 2 ans, ce qui fait que donc le Mexique n'a pas pu aller à Italie 90. Ça a donné lieu à quelque chose, à une belle histoire aussi, qui est celle du Costa Rica, qui s'est donc qualifié, puisqu'à l'époque les places de la CONCACAF étaient quand même très réduites, à 2, je crois, de mémoire. Et en tout cas, alors, ce qui est certain, c'est que ça a profité au Costa Rica, qui a participé à sa première Coupe du Monde et qui a été l'une des belles surprises de cette Coupe du Monde 1990. Alors vous voyez, je dis, ça date pas d'aujourd'hui, on est en 88. Un autre exemple, on va avancer de presque 10 ans avec ce joueur brésilien là sous le maillot de l'Inter. Oui, parce qu'il a joué à l'Inter, ce garçon. Il s'appelle, au début de sa carrière, il s'appelle Heriberto Silva de Conceição. Au milieu des années 90, il émerge dans le palmarès de Luis Felipe Scolari, qui lui fait prendre sa place. Il marque 5 buts dans le championnat brésilien en 97. Et il va continuer sa carrière en Italie. Il arrive du côté de Bologne. Il va jouer notamment aussi du côté du Chievo. Et donc, il se fait vraiment un nom, notamment au côté du Chievo, puisqu'il aide l'équipe à monter en Serie A. Et c'est là, en 2000, qu'il révèle sa véritable identité. Il ne s'appelle pas Heriberto Silva de Conceição, il s'appelle Luciano Siqueira de Oliveira. Et la différence, c'est que, premièrement, il a usurpé une identité, et 2, il est né en décembre 1975 et pas en janvier 1979. Il s'est donc rajeuni de 4 ans. Il est suspendu pendant 6 mois, sa peine va être ramenée à 4, et il va ensuite tranquillement poursuivre sa carrière, notamment du côté du Chievo, avec qui il va jouer un match de préliminaire de Ligue des Champions en 2006. Donc voilà, vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et alors, d'un autre côté, vous allez pouvoir me dire, oui, mais d'accord, c'est quelques exemples, je ne vais pas tous vous les lister, mais c'est des exemples, et c'est quelques exemples, et puis tu vas nous chercher des trucs, les Cachirures 88, Heriberto 2000, bon, ça a 25 ans minimum, c'est bon, c'est passé, oui, mais non. Ça continue. Vous vous souvenez forcément de l'affaire Byron Castillo, on est en 2022, en Équateur, qui a bien failli d'ailleurs coûter la Coupe du Monde 2022 en Équateur. Je pense que si le scandale avait émergé beaucoup plus tôt, l'Équateur aurait été sanctionné plus durement, il n'aurait pas été à la Coupe du Monde à cause de Byron Castillo. Byron Castillo avait un faux acte de naissance, il n'était tout simplement pas équatorien, mais colombien, et en plus c'était rajeuni de 3 ans à l'époque. C'est 2022. On peut citer d'autres cas aussi. Rinson Lopez en 2017, pareil, déclaré équatorien alors qu'il est colombien. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Jonathan Gonzalez, qui est passé par Independiente del Valle et par le Mexique, qui s'est vu rajeuni d'1 an par son premier club, qui s'appelle Norte América. C'est un club qui est quand même impliqué 2 ans plus tard dans d'autres affaires. Une affaire avec un autre joueur qui s'appelle Matteo Tello, donc on est en début de 2020. Il était devenu international U17 sous le prénom de Fabiano, alors qu'il avait 19 ans. Voilà, international U17 à 19 ans avec une fausse identité.
ces exemples, je dis, continuent de sortir très régulièrement en Amérique du Sud. L'été dernier, Alexander Bolaños, un joueur d'Independiente del Valle, a aussi été accusé d'avoir falsifié son acte de naissance, s'appelant en fait Janser Romario Bolaños. Casiera et non donc Alexander David Bolaños Casiera. C'est une affaire à la Byron Castillo, même si dans ce cas, lui, pour le coup, il s'est rajeuni de 6 ans. Voilà, hein, il n'a pas fait semblant. Et encore plus récemment, on en parlait au tout début de l'émission avec Aurora, il y a quelques jours seulement, ce joueur, Gabriel Montagno, joueur d'Aurora, qui a connu quelques sélections avec la Bolivie U20, a été visé par notamment les services d'identification des personnes en Bolivie qui tout simplement n'a pas trouvé de casier à son nom. En fait, n'a pas trouvé la personne, Gabriel Montagno. Ça a commencé à mener une enquête, ça a beaucoup parlé dans la presse, et surtout, parce que du coup, il y avait une hypothèse, une supposition d'usurpation d'identité, surtout qu'en plus, il n'y avait aucune trace de Gabriel Montagno dans le système scolaire bolivien. Alors en fait, le garçon n'existait tout simplement pas. Et en fait, il y a quelques jours seulement, quelques journalistes boliviens, hein, ils aiment toujours leaker des informations. Souvenez-vous du tournoi Révélo où ils avaient leaké carrément la lettre d'invitation de la Bolivie qui dévoilait l'ensemble des participants au tournoi Révélo. Je rappelle que la Bolivie derrière n'a pas été au tournoi Révélo, elle a déclaré forfait au dernier moment. Bon bref, ça c'est un autre détail. Ils aiment bien leaker des documents. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont publié le compte-rendu de sa déclaration faite au conseil de discipline qui a été menée la semaine dernière. Et en gros, le joueur reconnaît avoir menti depuis les U13, tout simplement. En fait, il s'appelle Diego, il a 5 à 6 ans de plus. Voilà. L'affaire court encore. On est toujours en instruction. Je vous parle de quelque chose qui date tout simplement de la semaine dernière, hein, donc c'est extrêmement récent. Mais vous voyez que ces processus d'usurpation d'identité existent, perdurent, malheureusement. C'est vrai, toujours un petit peu dans les mêmes contextes, dans les mêmes pays. On en parlera dans un instant. Ça me rappelle le cas de Nathan Douala. Après, tu as des cas partout, hein, en Afrique aussi, tu en as forcément, mais là c'était pour dire vraiment qu'il y en a ailleurs. D'ailleurs, pour dire à quel point il y en a ailleurs, je peux vous le montrer directement. Vous connaissez peut-être ce garçon-là. Non, ça ne vous parlera peut-être pas. Il s'appelle Gourav Mukhi, il est indien. Il a été un temps seulement, le plus jeune buteur de l'histoire de l'ISL, puisqu'il avait marqué de l'Indian Soccer League, puisqu'il avait marqué alors qu'il avait prétendument 16 ans. Voilà, ce garçon en photo a 16 ans. Et en fait, il s'est avéré qu'il en a 21. Voilà, tout simplement. U13, à cet âge-là, 6 ans, ça se voit quand même. C'est exactement les réactions qui sont en train de sortir, hein, après la publication notamment de cet extrait de la commission de discipline où le joueur explique qu'il ment depuis qu'il a 13 ans, enfin depuis les U13, pour intégrer les U13. Et il est clair qu'un garçon de 12 ans, parce que U13 t'as 12 ans, qui en a 17 ou 18, voilà. Bon, pas dire, mais normalement, ça se voit un petit peu. Après, mais bon. Donc, ça veut sous-entendre qu'il y a des complicités. J'ai oublié de te saluer le retour. Apula Edel était au Mexique. Pas que je sache, Red. Il a fini comment, ce Moreno? Le journaliste? J'en ai aucune idée. C'est une très bonne question. Le retour, j'en ai aucune idée. Bref, tout ça pour dire que il y a des cas, il y en a beaucoup. Et il y en a parfois qui sont un tout petit peu plus glauques. Vous connaissez peut-être cette affaire avec ce joueur-là de la LDU, ce joueur qui s'appelle Andrel Cheme, en fait, normalement. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il s'appelle comme cela. Il a été latéral, hein, notamment du côté de la LDU. Il a gagné la Sudamericana 2010 avec la LDU. Sauf qu'à l'époque, il ne s'appelle pas Andrel Cheme, il s'appelle Gonzalo Chila. Le problème, c'est que Gonzalo Chila, c'est un pasteur évangélique de 3 ans plus jeune qu'Andrel Cheme. Et donc, Andrel Cheme, alors c'est là où l'affaire devient un petit peu glauque et un petit peu compliquée. Andrel Cheme lui aurait juste volé son identité. Il y a des témoignages qui expliquent qu'en fait en Équateur il suffit de corrompre un mec placé dans un bureau et on a le passeport de quelqu'un d'autre. Bon bref, en tout cas à ce moment-là, c'est pas si vieux, hein, ça a 15 ans, hein, cette histoire. Bref, il a joué une bonne partie de son début de carrière plutôt, sous le nom de Gonzalo Chila.
L'affaire, elle a viré carrément au très, très glauque quand un journaliste, qui s'appelle Guido Manolo Campagna, qui a révélé l'affaire, il avait déjà révélé d'autres cas de triche à l'âge. Il est allé jusqu'à la province d'Esmeraldas parce qu'il est originaire de la province d'Esmeraldas, c'est dans le nord du pays, hein, aux portes de la Colombie et il est revenu avec les éléments, il a été intercepté sur la route, et il a été, arrêté, séquestré et torturé pendant 7 heures avec des menaces de mort. Il dit lui-même qu'il sait que ça vient de André Elcheme, c'est pas très clair cette histoire, mais le fait est que le joueur a quand même fini par passer aux aveux. Il a été suspendu 2 ans, finalement il n'a purgé une peine que d'1 an. Continuez à vous poser les questions hein, qui sont sous-jacentes à tout cela. 10 ans plus tard, en pleine pandémie, il avait été interrogé par un média et il explique que la LDU savait qu'il avait triché sur son âge parce que forcément ils avaient un petit souci avec certains papiers, notamment pour aller jouer la Recopa, la coupe, pas la Recopa Sudamericana, la Copa, la Suruga Bank. Quand tu gagnes la Sudamericana, tu affrontes le vainqueur de la Coupe de l'Empereur au Japon, donc ils avaient un petit souci avec ça. Euh, il a été interrogé à la télé, donc il explique que la LDU savait, qu'elle a caché l'affaire, et notamment elle a caché l'affaire parce que, selon lui, le vrai Gonzalo Chila, lui, était venu demander de l'argent auprès du club en vue d'un futur transfert du gars. Lui, pendant ce temps-là, a dit qu'il a été menacé. Enfin, c'est très compliqué l'histoire, c'est très glauque, difficile de déceler le vrai du faux, mais vous voyez que ça peut aller très très loin dans ces choses-là, qu'il y a toujours tout un réseau de complicité. Mais c'est clairement le cas le plus connu hein, de l'histoire récente du football équatorien, qui est souvent touché par ces affaires-là. Petite anecdote pour terminer sur André Elcheme, c'est quand même assez succulent. Aujourd'hui, André Elcheme a arrêté le foot, hein, forcément, il a plus de 40 ans. Il s'occupe aujourd'hui d'enfants dans une école de foot pour former l'avenir de l'Équateur. Voilà, je vous laisse là-dessus sur cette anecdote. Autre anecdote rigolote, quand André Elcheme a fait ses déclarations en 2020 pour rappeler toute l'histoire, toute l'affaire, Estudiantes s'est dit tiens, on peut peut-être essayer de récupérer, de porter réclamation pour récupérer la Sudamericana 2010. Voilà. Bref. Dernier exemple glauque. J'avais dit qu'on irait jusque dans le glauque. On va revenir en Bolivie avec le cas d'un joueur qui s'appelait Luis Alberto Panozzo, qui était trop vieux pour participer à un tournoi amateur, hein, le tournoi de l'association de football de Cochabamba. Donc voilà, un petit tournoi. Eh bien, il s'est pas embêté, il a juste pris l'identité de son jeune frère Nelson, plus jeune de 4 ans. Nelson était mort à l'âge de 11 ans. Donc voilà, vous voyez que ce système touche absolument tous les niveaux. Partout en Amérique latine, on a des exemples dans beaucoup et dans de très nombreux pays. Ça arrive toujours sur le même type de population, c'est-à-dire forcément on s'attaque à des populations les plus précaires hein, qui peuvent voir un moyen de sortir de la pauvreté via le football. Et donc toujours cette question à qui profite le crime. Ben, en fait, hein, vous le voyez, hein, ce crime profite à absolument tout le monde. Les joueurs voient donc, je le disais, un moyen de faire une carrière et éventuellement de sortir leur famille de la misère, en tout cas sortir de leurs conditions. C'est par exemple, je parlais tout à l'heure de Heriberto, hein, qui s'appelle Luciano, du coup. Lui avait clairement expliqué cela. Ça fait aussi les affaires de tous les agents et les intermédiaires hein, qui font forcément des plus-values là-dessus. Et aussi, et surtout, parce qu'il y a des cas quand même où les agents et les intermédiaires sont responsables de ces fraudes. Hein. Il y a des conseillers. Je sais que par exemple... c'est le gars de Montagno hein, qui explique qu'on l'a conseillé de faire cela. Bref, et bien évidemment, ça fait les affaires des clubs qui sont parfois victimes, mais parfois complices de tout ce système-là. Il n'y a pas des trucs pour vérifier les triches à l'âge, genre par exemple une enquête administrative ou des tests osseux. Le problème, c'est que là, on n'est même pas dans la notion de test osseux, c'est-à-dire que les joueurs ont des papiers valides, si tu vois ce que je veux dire. Et j'ai presque envie de te dire, dans tous les exemples que je viens de donner là, ces exemples sont assez analogues à ce qui se passe pour Youssoufa Moukoko, qui du coup n'est pas le fils de ses parents, enfin en tout cas le fils biologique de ses 2 parents, et c'est très compliqué, mais il a des papiers. Il a des papiers à son nom-là, et tous les joueurs dont je viens de parler ont des papiers, très clairement. Même Gabriel Montagno, qui n'apparaît dans aucun système tu vois, le système éducatif, il n'a pas de dossier scolaire à son nom, ce garçon. Il s'appelle Diego, en fait. Mais voilà. Donc,
c'est très compliqué de lutter là-dessus. Il y a peut-être un moyen, parce que forcément, la question qui se pose derrière tout cela, c'est bah, quelle solution? Comment on peut empêcher ça? Ou en tout cas, le freiner, on ne pourra jamais l'empêcher. Mais comment le freiner? Bah, peut-être déjà en interdisant les contrats ou les pré-contrats sur les enfants, sur les joueurs mineurs, peut-être plafonner ces histoires-là, empêcher justement ces transferts-là. On parle de région du monde, j'ai beaucoup parlé d'Équateur, hein, là, un instant. Les derniers transferts équatoriens, la bise à Chelsea, euh, se font avec des enfants mineurs. Donc voilà. Et donc, plutôt que de s'amuser à pointer un continent, il faudrait donc vraiment voir qu'il y a un souci à l'échelle mondiale, hein. J'ai donné des exemples en Afrique du Sud, il y a quelques exemples en Asie. J'ai donné l'exemple de Gourav Mouki, qui donc avait prétendument 16 ans. Et donc, il faut mettre tout simplement en question ce système de spéculation sur les plus jeunes, qui est peut-être là le principal fléau, parce que tout le monde peut en profiter, tout le monde peut y gagner. Un joueur, je ne dis pas que Kendry Páez triche sur son âge, mais imaginez un joueur du profil Kendry Páez, vendu très très cher par Independiente del Valle, il l'est vendu encore plus cher parce qu'il signe un pré-contrat à 16 ans. Un joueur extrêmement fort, Alexander Bolaños d'Independiente del Valle, qui triche sur son âge, va avoir une valeur marchande plus élevée en étant plus jeune, tout simplement. Alors, en Europe aussi, il y a un ancien joueur du LOSC soupçonné d'avoir fait jouer son frère jumeau à sa place au Dynamo Bucarest. Ouais, mais bon, je pense que les exemples, on va en trouver vraiment partout. Il faut peut-être commencer par lutter sur les transferts de mineurs. On en parle régulièrement, j'avais fait tout un dossier là-dessus, notamment en Amérique du Sud, j'en avais déjà parlé. Mais bon, on va pas se voiler la face, ce système n'est pas prêt de disparaître, tout le monde est complice, et j'ai presque envie de dire qu'on est presque complice involontaire, je sais pas si ce terme c'est un peu bizarre, hein, ça fait un peu oxymore, complice involontaire, en passant notre temps à s'enthousiasmer sur des gamins de 16 ans en disant c'est le futur crack, c'est le futur crack, c'est le futur crack. Attention à ces dérives-là, mais c'est vrai que pour l'instant, on a la sensation que absolument personne n'a envie de s'attaquer à ce souci-là, parce que bah, finalement, ça arrange tout le monde. Tout simplement, tout le monde a vraiment beaucoup à y gagner. Est-ce que le phénomène se multiplie? C'est difficile à dire. On n'a pas les chiffres parce que forcément les affaires elles arrivent au compte-gouttes. Mais voilà, c'est très malsain, on est d'accord, c'est extrêmement malsain. Et puis c'est comme d'habitude, comme ça joue sur la misère pour sortir des gens de situations précaires, ben, il y a forcément des dérives très très difficiles de sortir de ce système-là. Mais voilà, il existe, il est présent, il est très présent, notamment en Amérique du Sud, en Amérique latine, hein, puisque voilà. Merci à Samaritan0101 pour le follow. Voilà. Tout simplement, il va falloir trouver une solution. Je ne suis pas convaincu que beaucoup de monde ait envie de trouver une solution. Je vous renvoie vers le dossier sur ce que j'avais appelé le trafic de mineurs. C'est pareil, ça n'arrangerait personne que l'on mette fin à ces pré-contrats et ces transferts-là, mais ça serait peut-être un moyen de lutter contre les triches à l'âge. Voilà pour ce dossier sur les triches à l'âge. Je voulais en parler parce que c'est aussi dans l'actualité. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'est dans l'actualité européenne. Enfin, ça a été en décembre dans l'actualité européenne. Et c'est aussi encore et toujours extrêmement présent dans l'actualité sud-américaine. On en parle notamment, et vous voyez, il y a un championnat des U20 qui arrive. Je ne dis pas qu'il y a des gens qui n'ont pas moins de 20 ans, ça j'en sais rien, je n'ai pas les datas, mais voilà, ça peut arriver. Ces choses-là, on va aller sur un autre dossier, on va avoir 2 dossiers cette semaine. On va aller aussi sur quelque chose de plutôt scandaleux, hein, très clairement. On démarre très fort, hein. On démarre pas avec des choses qui donnent envie, qui donnent la joie et la pêche, mais c'est aussi ça, malheureusement, nos footballs qui sont victimes de ces choses-là. On va aller tout au nord, on va aller au Canada. Au nord des Amériques, donc. On ne peut pas aller plus au nord pour jouer au foot. Je ne suis pas sûr que ça joue encore plus haut. Salut à Samaritan et merci encore hein, pour le follow. On va aller au Canada, je le disais, puisque la semaine dernière, Radio-Canada a publié une formidable enquête dans une émission qui porte ce nom-là, qui s'appelle Enquête, une sorte d'envoyé spécial, hein, sauce Radio-Canada. C'est disponible gratuitement au Groenland, ça joue, c'est possible. Mais oui, c'est possible, c'est vrai. Donc on n'est pas allé complètement au nord, on est au Canada, voilà. En tout cas des championnats que l'on suit nous, tu vois, on est au plus au nord possible.
Bref, je le disais, Radio-Canada a publié une enquête dans le cadre de l'émission du même nom, il y a une dizaine de jours, 9 janvier, je crois, de mémoire. Je vous mettrai le lien parce qu'elle est disponible sur YouTube. Vous pouvez la visionner, vous pouvez regarder cette émission en entier. Elle dure 45 minutes et elle s'attache à tous les scandales qui touchent Canada Soccer, qui est tout simplement la fédération canadienne de football. Alors, on va pas parler de tout ce qu'il y a dans le. Je vois les messages de Tupige. Non, je ne suis pas le championnat du Groenland, malheureusement. C'est vrai, je suis petit joueur là-dessus. Bref, je le disais, il y a question ça dure 45 minutes, c'est hyper intéressant, c'est très bien fait. Il y a plusieurs scandales qui sont mise en évidence dans cette émission. Alors, il y en avait certains que l'on connaissait un petit peu, il y en a dont on a déjà entendu parler, mais le fait de tout mettre bout à bout, ça donne une histoire et une cohérence assez impressionnante et assez terrible pour Canada Soccer. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que je rappelle que le Canada organise la prochaine Coupe du Monde 2026, il est l'un des pays hôtes, et vous allez voir les conséquences que ça a. Je le disais, plusieurs scandales sont abordés. Le fameux espionnage au drone avant le match des Jeux Olympiques à Paris 2024 face à la Nouvelle-Zélande pour l'équipe féminine. Je n'entre pas dans le détail, vous allez voir le doc vraiment, pour le coup, je mettrai le lien dans la description. Il y a aussi un scandale d'agression sexuelle par un ancien entraîneur national. Vous verrez, on parlait de glauque tout à l'heure, c'est très glauque aussi, surtout que forcément, hein, s'il a continué, c'est qu'il a été couvert et qu'il continue de travailler. D'ailleurs, nous, on va s'intéresser au troisième scandale qui est mis en évidence, qui est ce qu'on va appeler le scandale financier. Voilà, je suis en train de voir les messages. Bref, on va s'intéresser donc à l'un de ces scandales, le scandale financier. On y entend parler notamment l'ancienne capitaine de la sélection canadienne, Andrea Neil, qui pointe, c'est un peu le point de départ du documentaire, qui pointe l'opacité et l'omerta autour de la fédération, en particulier le manque de transparence sur les circuits financiers au sein de la fédération. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et intéressant de s'intéresser à cette histoire de finances de la sélection canadienne? Parce que vous allez voir que à chaque fois, c'est un petit peu toujours c'est un petit peu toujours le même schéma. À chaque fois qu'une fédération, à chaque fois qu'un football progresse de manière très forte, c'est le cas du football au Canada, c'est un chiffre important. Avant, le hockey était le sport numéro 1 au Canada. Aujourd'hui, chez les jeunes, c'est le soccer, c'est le football qui est numéro 1. Donc à chaque fois que vous arrivez dans un pays qui essaye de développer, ou qui peut développer son football, on va faire la bise à la Chine, hein, je sais que Nostromo est dans le coin, il y a toujours quelque chose qui vient, il y a toujours ce que l'on va appeler des vautours qui viennent là-dessus et qui vont venir essayer de se goinfrer. C'est carrément ce qui se passe, mais si vous vous souvenez un petit peu de pourquoi c'est intéressant et important de focaliser sur les aspects financiers aussi, non pas que les autres ne sont pas importants, il y en a un, les cas d'agression sexuelle sont d'une violence inouïe. J'avoue que j'ai un peu moins de soucis entre guillemets avec l'espionnage au drone, parce que ça, c'est en Amérique du Sud, on n'a que ça. Bref, en février 2023, la sélection féminine était entrée en grève, tout simplement. C'est ce que vous voyez sur ce communiqué-là. Je cite, en réponse aux coupes budgétaires importantes effectuées par Canada Soccer dans les programmes de notre équipe nationale. Elles expliquaient aussi dans cette note qu'elles n'avaient pas reçu de compensation leur prime, hein, tout simplement pour 2022. Et quelques mois plus tard, pendant une compétition amicale qui avait été organisée aux États-Unis qui s'appelait la She Believes Cup, elles avaient protesté parce que la grève, on leur avait refusé, hein, elles avaient été menacées et tout, et elles étaient entrées sur les terrains avec ces t-shirts « Enough is enough », c'en est assez, hein, tout simplement, pour dénoncer tout cela et pour protester contre les dérives de cette fédération et notamment à leur encontre. Dans ce contexte-là, on se rappelle aussi que à l'époque, il avait été envisagé, c'était en 2023, il y avait eu des rumeurs, des annonces d'une potentielle banqueroute de la fédération canadienne. Alors on peut se poser quand même la question, parce que je le suis en train de dire, on est sur une fédération qui est en train de devenir la numéro 1 au pays en termes de pratiquants. Et vous allez voir que c'est important parce que je y reviendrai dans un instant. On parle d'une fédération dont la sélection féminine est championne olympique.
dont la sélection masculine a redécouvert la Coupe du Monde 36 ans après celle de 86, c'était en 2022 et s'était qualifié, qui va organiser la prochaine Coupe du Monde. Donc on se dit que normalement, tout ce qui est entrée d'argent, normalement, ça doit le faire. Eh bien, vous allez voir que la gestion est tout à fait particulière et le reportage le souligne de manière absolument effarante dans cette histoire. On y croise par exemple dans le documentaire un député, Anthony Housefather, qui parle donc lui aussi de l'opacité d'une fédération qui ne publie pas ses comptes et qui explique surtout que la fédération reçoit de l'argent du contribuable par deux moyens. Le premier, c'est que pour chaque licence prise dans une équipe, au Canada, 9 dollars de cette licence sont directement reversés à Canada Soccer, en gros une taxe, on va l'appeler comme ça, qui va passer à 13 € dans les prochains mois. Bref, ça c'est un premier point, premier levier. Donc les familles donnent de l'argent à Canada Soccer quand ils inscrivent leurs enfants dans un club de foot. Le deuxième point, c'est aussi que l'année dernière, Canada Soccer a reçu près de 4,8 millions de dollars de subventions gouvernementales, donc avec les impôts, dont une grande partie est censée être consacrée au programme pour les femmes et les jeunes dans le cadre du programme olympique À nous le podium. Voilà. Je pense à John Herdman qui avait entraîné l'équipe féminine et masculine. Le travail qu'il a effectué est fichu en l'air. Alors, quand tu verras le doc, Nostromo, tu verras John Herdman et les drones. Et on en reparle. Et on en reparle après. Bref. Alors, toujours cette question, sous-jacente un petit peu partout, dans toutes les déclats, dans tout ce que l'on a, dans tout ce qu'on vient de planter, et dans ce que pointe aussi ce député, Anthony Housefather. Où est l'argent, tout simplement? Alors accrochez-vous parce que c'est assez terrible. En juin 2022, les garçons, l'équipe masculine avait fait grève et provoqué l'annulation d'un match amical prévu face au Panama. Dans leur communiqué, ils pointaient l'accord passé entre leur fédération et une société qui s'appelle Canada Soccer Business, que l'on va appeler CSB à partir de maintenant. Et c'est justement ce deal qui est au cœur de toute l'affaire et du reportage de Radio-Canada. On n'a jamais eu les éléments concernant ce deal qui a été signé entre la fédération et cette entité CSB qui est une entité privée. Radio-Canada publie ces contrats, ils ont réussi à mettre la main là-dessus et en fait, ils montrent ce contrat qu'il y a une entente entre la Fédé et CSB dans lequel est indiqué que l'entreprise privée donc va s'occuper de générer des revenus à la place de Canada Soccer, qui sont liés à tout ce qui se passe autour des sélections nationales notamment, et du football au Canada. Mais, et c'est là où ça devient complètement dingue, elle récupérera l'intégralité de l'argent qu'elle a obtenu. C'est-à-dire que, pour dire les choses très clairement, imaginez que vous êtes CSB, vous avez donc signé ce deal avec la Fédération canadienne, vous arrivez à récupérer un gros contrat de sponsoring avec un annonceur. Peu importe, on s'en fout, n'importe qui. Ok, eh bien, l'intégralité de cette somme que vous avez générée avec l'annonceur, elle est pour CSB, elle n'est pas pour Canada Soccer. Et en contrepartie de cette mission, qui ne rapporte rien, donc du coup, à Canada Soccer, eh bien, la compagnie, elle, verse à la fédération un revenu annuel. Donc, chaque année, CSB verse entre 3 et 4 millions à la fédération canadienne. On est passé à 4 millions de dollars parce que la sélection canadienne va organiser la prochaine Coupe du Monde et y participera. Donc imaginez tout simplement, on est en train de parler de 4 millions annuels, vous imaginez quand même que lorsque vous négociez les droits télé, lorsque vous négociez les partenariats, lorsque vous négociez à peu près tout ce qui touche aux sélections nationales, on dépasse très largement les 4 millions, les 4 millions de dollars. Bref, parce qu'on est quand même en train de parler d'une sélection qui organise la prochaine Coupe du Monde, qui va forcément, avec les prochains annonceurs qui vont venir, les partenaires qui vont vouloir venir se greffer sur la sélection canadienne dans l'optique de la Coupe du Monde 2026 que le pays organise, on va monter à plus de 4 millions de dollars. Et donc ça provoque un manque à gagner absolument terrible en termes d'argent. Et en gros, on peut le dire d'une autre manière, l'argent que la Fédé aurait pu récupérer, si elle avait elle-même géré ses contrats de partenariat, il est détourné par une société privée. D'ailleurs, à l'époque, quand le contrat a été signé en 2019, la FIFA avait dit qu'il y avait peut-être des soucis de conflit d'intérêts quand même du côté du Canada. Là, en gros, ils avaient dit le Canada doit faire attention aux soucis d'intérêt, aux conflits d'intérêts. Et la FIFA s'y connaît en conflit d'intérêts. Mais alors, vous allez me dire,
Pourquoi est-ce que la Fédé a signé tout cela? Et je parlais il y a un instant de potentiel conflit d'intérêts. Parce que si on se pose encore et toujours la question du à qui profite le crime, on va pointer un personnage central dans cette affaire. Exactement, Red, on va en parler dans un instant. Le personnage principal de notre affaire s'appelle Scott Mitchell, c'est l'homme que vous voyez ici. Il est au cœur de tout. Il est le propriétaire, vous le voyez sur le logo qui est derrière lui, des Tiger Cats, qui est une équipe de football, hein, tout simplement, qui est à Hamilton. Souvenez-vous, Hamilton, c'est là où a eu lieu le fameux Canada-États-Unis de janvier 2022. Voilà. Ça avait aussi suscité beaucoup d'interrogations. Pourquoi aller jouer sur le petit stade d'Hamilton, un Canada-États-Unis, et non pas au stade olympique, par exemple, ou à Toronto, ou à Vancouver? Bref, je vous laisse la question en l'air comme cela. Il est aussi le cofondateur et le patron de la Canadian Premier League, la CanPL, la première division professionnelle qui a été mise en place, et dont CSB est à l'origine de la création. Et petite anecdote assez rigolote donnée par le documentaire de Radio-Canada, pour la Can Premier League, pour aider au développement de la Canadian Premier League, la fédération verse 1 million de dollars chaque année à cette ligue. Donc imaginez, CSB donne 4 millions à la Canada Soccer et Canada Soccer redonne 1 million à la Can Premier League qui est, dont CSB est à l'origine. Commencez à comprendre un petit peu le plafond de tout cela. Sachez que ce garçon, hein, Scott Mitchell, est aussi président du club de Forge FC, qui joue en Canadian Premier League, et il est au conseil d'administration d'un autre club de Can Premier League. Les conflits d'intérêts, il kiffe. C'est son sport. Bref. Et il est donc, cet homme-là, le patron de CSB. Et vous allez voir que ça va encore plus loin, parce que, par exemple, CSB a géré les droits télé pour les sélections nationales masculines et féminines. Droit télé qui, vous l'avez peut-être suivi, vous vous en rendez peut-être compte quand vous voyez sur les réseaux sociaux partager les résumés des matchs de la sélection. Ils sont aussi disponibles sur YouTube, ils sont sur une chaîne qui s'appelle One Soccer. One Soccer appartient à Scott Mitchell. Donc Scott Mitchell, voilà, tout simplement, il a négocié avec lui-même pour les droits télé des sélections, et il a les droits de diffusion de toutes les équipes canadiennes. Ça, c'est l'homme central dans tout cela. Vous vous rappelez, hein, je vous disais que la FIFA a dit il y a peut-être une histoire de conflit d'intérêts. Et il y a un deuxième homme qui est dans l'histoire. Alors, pour le coup, dans le documentaire, on ne sait pas s'il est, comment dirais-je, s'il est impliqué, s'il y a des prises d'intérêt. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Cet autre personnage dans l'affaire, il est malin le gars, il est très très bon. L'autre personnage dans cette histoire, je ne résiste jamais à vous mettre une photo du patron de tout le monde là-dessus. Mais c'est pas anodin si je le mets. L'homme qu'il faut regarder, c'est l'homme qui est à droite de cette image. Il s'appelle Victor Montagliani. Il est l'ancien président de la fédération. Il n'est plus président au moment où le deal est signé, mais 6 mois avant que le deal soit signé, Scott Mitchell tweet sur les réseaux sociaux pour remercier Victor Montagliani qui est à l'origine de ce deal, 6 mois avant qu'il soit signé. Exceptionnel. Bref, Victor Montagliani, c'est quelqu'un qui compte au Canada. Il a été président de la fédération. Et c'est lui qui notamment avait sollicité Mitchell pour créer la Can Premier League. Vous voyez, tous ces deux hommes-là travaillent ensemble, concrètement. Et pour aller plus loin, il a fermé les yeux dans la fameuse affaire du scandale sexuel qui touche un des entraîneurs. Il était président de la fédération à ce moment-là, et il savait. Voilà, concrètement, il savait. Bref. Un symptôme sur le papier, juste pour vous donner une idée, vous voyez peut-être, si vous regardez les images sur sa veste, il y a un petit logo CONCACAF. Aujourd'hui, Victor Montagliani est le président de la CONCACAF, tout simplement. Il a pris ses fonctions au lendemain du FIFA Gate, qui a fait couler la plupart des dirigeants de la zone CONCACAF qui ont été impliqués dans tout un tas de scandales de corruption. Il était au conseil d'administration, lui, mais il n'a pas été menacé à ce moment-là. Il n'a jamais été cité, d'ailleurs. Il est l'homme quand même qui a permis au Canada d'être dans les pays hôtes de la prochaine Coupe du Monde. Il fait partie du comité d'organisation de la Coupe du Monde. Et surtout, pourquoi je vous ai mis une photo du beau Gianni à côté de lui, c'est parce que Victor Montagliani, il est vice-président de la FIFA aujourd'hui. Donc voilà, on ne sait pas. Vraiment, j'insiste, si il a gagné quelque chose dans cet accord, s'il y a une prise d'intérêt, l'enquête n'en parle pas, mais vous voyez qu'on a deux personnages centraux qui ont fait plus de mal que de bien, alors qu'eux te disent qu'ils font du bien au football canadien. Ce sont ces hommes-là. Bonsoir à Florian qui vient d'arriver. On va
continuer de planter un petit peu, on va continuer quand même de regarder les répercussions de tout cela. En février dernier, l'association canadienne des joueuses de soccer, qui représente les joueuses de la sélection, a intenté des poursuites devant les tribunaux contre la fédération. Et justement, cette entreprise, cette procédure vise l'entente entre Canada Soccer et Canadian Soccer Business et CSB, qui octroie donc à cette organisation les droits de marketing et de diffusion, enfin tout, hein, vous avez compris ce que je vous avais dit. En 2023, et Red en a parlé dans le chat, en 2023, la Fédération canadienne de soccer, je rappelle qu'elle a à un moment évoqué la possibilité d'une banqueroute, elle a fait une demande, elle a fait un prêt de 5,4 millions de dollars auprès de la FIFA qu'elle a obtenu. On se demande comment. Et celui-ci devait être affecté aux équipes nationales de toute catégorie d'âge confondue selon les conditions de l'emprunt. 5,4 millions de dollars. Au 31 décembre 2023, 3,8 millions de dollars ont été dépensés uniquement pour l'équipe nationale masculine. Le reste de l'argent, on ne sait pas, normalement pas été utilisé. On ne sait pas à quoi il peut servir, il va servir, on ne sait pas. Est-ce que cette histoire peut entacher l'image du Canada à un peu plus d'un an du mondial? Je ne sais pas si ça peut entacher l'image, le Canada à plus d'un an du mondial. Dire les fédérations corrompues qui vont participer au mondial, il y en a quelques-unes. C'est surtout que ça freine le développement, je le disais, je le rappelle, d'un sport qui est en train de devenir, qui est le sport numéro 1 chez les jeunes au Canada. On a un vivier de footballeurs hyper important. On est sur une dynamique extrêmement positive avec des joueurs qui s'exportent de plus en plus. On a l'effet aussi, hein, c'est un vrai levier de la MLS qui est à côté. Beaucoup de joueurs canadiens évoluent. Il y a des franchises canadiennes, hein, il y en a 3 qui évoluent en MLS, mais il y a des joueurs canadiens qui évoluent un petit peu partout en MLS. Il y a vraiment un terreau pour faire quelque chose de fou. Et ce développement, il est totalement freiné par manque d'argent, parce que l'argent disparaît, l'argent est volé par une entité privée. J'évoquais, pour le taquiner un petit peu, pour te taquiner, Nostromo, par exemple, tout à l'heure, la Chine, qui s'est retrouvée, alors on n'est pas dans le même concept, hein, mais le football chinois a voulu lancer une machine, s'est tourné vers des entités privées qui ont surpayé tout, qui ont détourné de l'argent comme pas permis et qui ont fait complètement couler. Et aujourd'hui, la Chine n'avance plus. Donc voilà, justement, Samaritano, on va y arriver. Je vois la question de Florian, des matchs sont prévus à Los Angeles pour le mondial des clubs ou la Coupe du Monde. Parce que sachant que ce sera à chaque fois l'été, en vue de ce qui se passe à LA en ce moment, je trouve ça préoccupant. De mémoire, il y a des matchs qui sont prévus en Californie, à LA même, je ne sais plus. Il doit y avoir des matchs au Rose Bowl de Pasadena. Mais oui, ça sera une des problématiques. Ça sera une problématique, Florian. Je suis d'accord avec toi. Justement, le gouvernement du Canada, on va y arriver. En mars 2024, j'y arrive, hein, tu vas voir, hein, j'arrive à ta question, je la vois, c'est bien, tu me fais ma transition. En mars 2024, le Canada Soccer a nommé un nouveau président, il s'appelle Kevin Blue. Il a pointé un déficit opérationnel de 4 millions de dollars sur un total de dépenses de 30 millions. Il estime que la fédération devrait augmenter ses revenus annuels de 10 à 12 millions par an, la bise à CSB, pour financer, je le cite, hein, je vais le lire là pour le coup, financer ces programmes et servir ces parties prenantes de la base aux sélections nationales. C'est lui qui a nommé Jesse March en mai dernier. En septembre, il a trouvé un accord avec la sélection masculine qui permet, je cite encore, d'aider Canada Soccer à mieux se positionner pour financer plus efficacement d'autres priorités importantes. Sélection masculine et féminine vont toucher les mêmes sommes aussi. Il annonce aussi, et je continue de citer parce que c'est important, une étape cruciale pour finaliser l'accord. Il dit, pardon, une étape cruciale pour finaliser l'accord est une révision de l'entente avec Canadian Soccer Business qui sera plus favorable à Canada Soccer. Il met les doigts en... Voilà, il met les doigts là où il faut, tout simplement, et qui lui permettra d'avoir une base financière plus solide pour l'avenir. Les dirigeants de Canada Soccer et de CSB discutent activement d'un accord restructuré et nous espérons qu'ils parviendront à une conclusion positive. Il annonce vouloir changer le fonctionnement de la fédération. Quand vous verrez le documentaire, vous comprendrez ce qu'il sous-entend par cela. Quand vous verrez les dysfonctionnements qui règnent un petit peu partout au sein de cette fédération, vous comprendrez mieux. À voir si ce ne sera que des mots, à voir s'il arrivera à taper là-dedans. Ce garçon vient du golf, si j'ai bonne mémoire. L'autre venait d'une compagnie, venait des assurances avant d'être Montagliano. Tout simplement. Et pour répondre à la question sur le gouvernement du Canada, sachez que depuis la diffusion de ce reportage
début d'année, hein. Les politiques de tous bords sont en train de se saisir de nouveau de l'affaire. Il y a eu des audits devant les députés, devant le Sénat canadien. Montagliani est venu parler, vous le verrez dans le documentaire. J'ai pas tout donné parce que je vais pas non plus le but du jeu, c'est de pas vous raconter l'intégralité d'un documentaire, d'un reportage, pardon. Mais ils ont été auditionnés à une époque sur certaines pratiques. Tout n'est pas clair. Ils ont réussi, les députés, à faire un audit financier, justement, à avoir des chiffres parce que jusqu'ici, on n'avait pas de publication des comptes par la fédération. Mais bon, bref, depuis le début de l'année, les politiques de tous bords se saisissent de l'affaire. Ils demandent à ce qu'une enquête publique soit ouverte. La ministre des Sports, Isabelle Charest, a déclaré: chaque dollar investi dans nos programmes sportifs ou accordé aux fédérations, qu'elles soient québécoises ou canadiennes, doit servir directement à développer le sport et en augmenter la pratique au bénéfice des participants et des différents acteurs qui en assurent l'organisation. Tel est l'enjeu. L'enjeu, il est énorme parce que, je le disais, les entrées d'argent potentielles pour un pays qui va disputer la Coupe du Monde, qui va organiser la Coupe du Monde, co-organiser la prochaine Coupe du Monde, sont importants. On verra si cela permet de déboucher sur quelque chose. Donc voilà, où peut-on placer le football au Canada par rapport au hockey, au basket ou au football canadien? Eh bien écoute, dans l'enquête, dans le reportage qui est mené, on nous indique que le football, Florian, et je le disais tout à l'heure, le football est le sport le plus pratiqué chez les jeunes au Canada devant le hockey. Donc voilà, c'est aussi tous ces enjeux-là. Et je le rappelle vraiment encore, il y a aussi des enjeux d'argent public. Les parents financent avec une taxe sur leur licence qui va directement dans les poches de Canada Soccer. Et le gouvernement subventionne aussi la fédération. J'ai donné les chiffres tout à l'heure. Une fois de plus, vous le voyez, il est question d'une opération d'enrichissement d'une entreprise privée au détriment du développement d'un sport qui est donc aujourd'hui numéro 1 chez les jeunes. Au Canada ou au Québec, parfois on a l'impression que les Québécois défendent plus la langue française que les Français. Ça, c'est possible. À cause des filles, parce que chez les gars, chez le hockey, oui, mais dans l'ensemble, on parle de pratiquants, Red. On parle de pratiquants. Le nombre de pratiquants, et voilà. Et tu vois l'enjeu à 13 $ pris par licence dans le foot. Voilà. Je ne sais pas combien il y a de licenciés, j'ai pas regardé le chiffre, mais on parle de sacrées sommes d'argent. Et voilà, tels sont tous les enjeux. Il y a quand même des notions d'argent public qui sont détournées par une entreprise privée qui ne reverse que 4 millions d'euros à la fédération chaque année, alors qu'elle doit gagner bien plus. Mais là aussi, on parlait d'opacité, on ne sait pas combien prend celle-là. Maintenant que le reportage est passé sur Radio-Canada, maintenant que les politiques sont en train... Et pour le coup, c'est vraiment les politiques de tous bords qui s'attaquent à cela. On peut espérer que ça finisse par bouger. Ouais, tu peux pas attaquer le hockey, Florian, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. À part Davis et éventuellement Buchanan, j'avoue que les internationaux canadiens, je ne maîtrise pas trop. Ah, il y en a 2 en France. Enfin, 3 en France. Quand même. Jonathan David, Bombito et celui de l'OM. J'ai mangé son nom. Cornelius, Derek Cornelius. T'en as au moins 3 en France. Donc voilà, mais c'est aussi un signe, c'est qu'ils sont en train de s'exporter de plus en plus aussi et de plus en plus tôt. Bref, donc on verra, c'est un des enjeux, c'était le deuxième dossier. Koné, bien sûr, oh là là, j'ai oublié Koné. Merci, tu piges. Bien sûr. Bien vu. Voilà pour ce deuxième dossier, et voilà à peu près tout ce que l'on pouvait dire pour cette émission. Team USA, j'en connais plus par exemple. Ouais, je peux comprendre. Intéresse-toi à Jacob Scheffelberg. Voilà, j'aime beaucoup ce joueur. Voilà, un milieu offensif gauche. Je kiffe ce garçon. Je sais pas s'il va rester à Nashville, on verra, mais il est en MLS pour l'instant. Je sais pas s'il a bougé, je crois pas. Bref, on va arriver donc au bout de cette émission. Je vous avais dit 1h, 1h30. On est à 1h22, c'est pas beau ça? C'est magnifique. On a 1h20 à peu près. Non, j'ai 1h26, j'ai très mal lu. Bref, tout ça pour dire que on arrive au bout de cette émission. Il n'y a pas de Golasso Hello parce que tout simplement, il n'y a qu'un seul championnat qui a repris, c'est le Mexique. Je ne vais pas vous faire le top but mexicain, hein. Il y a une vidéo sur YouTube, les 5 plus beaux buts de la journée en Liga MX, sur la chaîne de la Liga MX. Je vous invite à aller les voir. Donc voilà, en tout cas, c'est un peu la sauce pour le Canada à quelques mois de recevoir le mondial. En fait, la grande question, c'est est-ce que ça va avoir des répercussions? Je rappelle que l'un des hommes qui est un des acteurs de ce deal est vice-président de la FIFA et fait partie du comité organisateur de la Coupe du Monde. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de grand risque pour Monsieur Montagliani.
Donc voilà, et très honnêtement, des fédérations qui participent à la Coupe du Monde où de l'argent est détourné, bon, je crois qu'on peut parler de la sélection, le roi de la corruption, c'est quand même, hein, on en a quelques-uns en Am Sud. Je pense que Chiqui Tapia n'est pas non plus un modèle dans l'histoire, et la FA. Gignac, ça continue de marcher fort. Ça marche moins, là, il joue moins avec Tigres, et il y a des rumeurs qu'il l'envoie en MLS. Donc on va suivre. Voilà. Meilleurs vœux à toi, Paul Bismuth, t'arrives pile à la fin. C'est terrible, mais c'est bien aussi, parce que comme ça, je peux aussi, moi aussi, te souhaiter meilleurs vœux pour 2025. C'était donc le retour de Lucarne américaine. Vous le voyez, on se donnera rendez-vous donc tous les lundis, normalement à 22h, hein, je précise, parce que normalement, il n'y aura pas de problème d'ici là, je vais essayer de les résoudre. Je vais potentiellement refaire un dans la lucarne ce vendredi, parce qu'on a des championnats qui reprennent, donc il y aura peut-être des affiches à partager. Mais non, Chiqui a grandi son stade avec de l'argent qui pousse dans les arbres, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en argent... C'est vrai que j'ai oublié ce principe, Vince. Merci de me le rappeler. C'est vrai qu'en Argentine, l'Argentine est un pays fabuleux, puisque l'argent pousse dans les arbres. Voilà. Il suffit de cultiver les bons arbres, hein, mais voilà. Bref, on va arriver au bout de cette émission. Je le disais, pas de Golasso Hello. On va attendre qu'il y ait un peu plus de championnats qui reprennent pour justement pour mixer un peu plus. Super Coupe du Chili samedi et Copa U20 qui commence vendredi. Exactement, tu piges. Donc voilà, je pense que je ferai un dans la lucarne vendredi midi. On verra si on se fait des petits lives de Sudamericano U20. J'attends de voir si ça va être facile d'avoir accès au match. J'ai pas regardé encore, je vous avoue, j'ai pas regardé. Je vais préparer mon guide qui sera publié sur Hello. Peut-être un Boca Argentinos dimanche. Aucun risque, Florian, pour l'Arabie Saoudite, qui était déjà un championnat surpuissant dans la zone et qui n'a pas besoin de Cristiano Ronaldo pour rester un championnat surpuissant. Les clubs étaient déjà surpuissants. La différence, c'est que le PIF a investi dans certains clubs en plus pour apporter encore plus de capitaux, mais ces clubs-là étaient déjà surpuissants. Al Hilal est un club, même Al Ittihad, hein, sont des clubs absolument monstrueux à l'échelle de l'Asie. Donc non, on n'est pas du tout dans le même esprit. La Chine avait tout à construire, à reconstruire. L'Arabie Saoudite n'a pas grand-chose à construire, si tu vois ce que je veux dire. Et là, elle est sur la vitrine, tout simplement. Mais non, t'inquiète pas. Je me fais pas de soucis pour eux. En tout cas, normalement, il n'y a pas de soucis comme cela. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, quand j'évoquais par exemple le Canada, ce qui a coulé la Chine c'est pas qu'elle a vu grand trop vite, c'est qu'il y a beaucoup de vautours et beaucoup de compagnies privées. Elle a donné son football aux compagnies privées. Et elle a donné son football d'élite à des groupes privés qui ont survendu, surpayé, mais des à tout ce que tu veux. Et qui se sont tous cassés la gueule. Jiangsu Suning est tombé, Guangzhou Evergrande est tombé, ils sont tous tombés. Donc voilà, et il y a eu toutes ces histoires d'académie, toutes ces histoires de clubs aussi, hein, de clubs étrangers, hein, les Barça Academy, PSG Academy, machin bidule Academy, qui sont venus juste prendre de l'argent tant qu'ils pouvaient en prendre. Il n'y a jamais eu de volonté de développer un football de pyramide, une pyramide du football chez les jeunes en tout cas. D'organiser un football chez les jeunes, il y avait beaucoup à faire. Ça aurait pris du temps, mais le projet à l'origine de la Chine était sur 2050. Mais comme les groupes privés ont détourné, hein, concrètement, beaucoup d'argent qui aurait pu servir à autre chose, une fois qu'ils se sont enrichis, que ça s'est cassé la figure, ils sont tous repartis. Et du coup, la Chine s'est retrouvée avec plus rien. Voilà, concrètement. On n'est pas dans ce cas-là. On n'est clairement pas dans ce cas-là pour l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucun risque là-dessus. Je ne peux pas te classer les continents africains, les continents, Florent. C'est pas possible. Je t'expliquerai un jour. Non, mais on peut pas. Les conditions sont pas les mêmes. Les conditions économiques, les conditions géographiques, les conditions politiques, les conditions logistiques, peut-être presque tout ce qui finit en hic, ne sont pas les mêmes. Donc c'est compliqué. On peut pas les classer. On n'a pas en fait, t'as pas de critères. J'ai publié en fin d'année, début d'année, je sais plus, le meilleur championnat du monde pour m'amuser là-dessus. Balistique, si tu on peut tous les faire, hein, ça peut être long. Non, mais j'ai publié en début d'année le meilleur championnat du monde où j'ai essayé de. Enfin voilà, c'était surtout un jeu, hein, je le rappelle, c'était vraiment un jeu. J'avais pris 7 critères qu'on utilise, hein, indépendamment, et je les ai mis ensemble. Et voilà. Et tu verras le classement, et c'est assez marrant de savoir qui est premier dans ce critère-là. Je peux te le spoiler, hein, le vainqueur, c'est la MLS. Voilà, devant l'Angleterre et devant le Mexique. Donc voilà, il y a 2 championnats hors Europe qui sont en top 3. Voilà, bref, et qui sont nord-américains. Bref, voilà, on arrive au bout de cette émission, je vous le dis. Vendredi, probablement aux alentours de midi et demi pour Dans la Lucarne. On fera un petit peu le programme de la semaine, du week-end, de votre week-end foot
sur la planète Hello. Le Sud-Americano démarre ce week-end, l'Argentine reprend ce week-end, peut-être des lives. Surveillez sur les réseaux sociaux, suivez sur X, suivez sur Blue Sky, hein, si vous voulez aller voir le ciel bleu. On y est aussi depuis quelques temps. Venez sur notre Discord et puis voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Merci à vous tous d'avoir été présents. Ouais, tu vas ne pas t'arrêter à ce rythme-là, hein, Florian. C'est moi qui vais arrêter. On peut aller très très loin. Merci à vous tous d'avoir été présents pour le retour de Lucarne américaine. On revient, hein, c'est la rentrée, ça y est, ça reprend petit à petit chez nous. Merci à ceux qui écouteront cette émission sur les replays, en podcast, sur les plateformes de podcast ou sur YouTube. N'hésitez pas, hein, à lâcher des petits pouces dans tous les sens. Allez voir le doc sur Garincha sur la chaîne YouTube, c'est important pour nous. Ça nous rapporte rien, mais c'est juste comme ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que les gens le voient au maximum. Et puis voilà, il y en aura d'autres qui vont arriver dans le courant de l'année, je le disais. On se donne rendez-vous vendredi. Allez, bonne soirée, bonne semaine, bon match si vous allez en regarder. Il y a beaucoup de matchs en Europe, notamment cette semaine. Un peu moins sur notre planète, il y en a quelques-uns, notamment en Liga MX, par exemple. Salut à tous et à la prochaine.